Alors, nous sommes ravis, comme Institut Jacques Delors, de vous accueillir tous ici, à l'amphi Simone Veil de Sciences Po. Et donc, je suis doublement ravi de donner la parole à Arantxa González, qui est la doyenne de l'École des affaires internationales de Sciences Po Paris, qui nous accueille ici. Et puis je reprendrai la parole pour vous présenter notre hôte d'exception d'aujourd'hui, de notre conférence. Arantxa, merci de cet accueil et à toi la parole. Merci beaucoup Enrico, merci à tous et à toutes. Bienvenue à Sciences Po, bienvenue à cet événement conjoint de l'Institut Jacques Delors avec Sciences Po. Bienvenue Européens et Européennes dans un moment, une année qui se termine, la grande année électorale au monde, la grande année électorale en Europe, la grande année électorale aux États-Unis, dans un monde qui bouge. Et dans un moment où tout le monde essaye de trouver sa place, la question qui nous interroge aujourd'hui, c'est quelle est la place pour l'Union européenne. Je commence par, peut-être sans vouloir être trop controversé, mais en disant que notre problème en tant qu'Européens, ce n'est pas Donald Trump. La solution à nos problèmes n'aurait pas été Kamala Harris. Notre problème, c'est un peu de savoir ce que nous voulons faire et combien nous voulons investir dans l'intégration européenne. C'est ça un peu le thème d'aujourd'hui. Quelle politique, quels moyens, quels investissements. C'est de ça que sur ça que nous allons travailler, débattre et discuter. Ça fait très plaisir de voir plein de jeunes dans la salle. Et je le dis d'autant que je me sens déjà très vieille. Merci d'être ici et de porter ces messages sur l'Europe dans un moment de difficulté. Nous devons rester cool, calm and collected. Mais surtout, nous devons rester très activistes. Donc merci. Merci Enrico. Merci Charles d'être avec nous. Enrico, back to you. Merci beaucoup. Je pense que nous devons remercier Arantxa vraiment pour ces mots d'accueil et pour cette poussée proactiviste qui est là, qui est la nôtre. Donc, premier mot d'introduction pour dire que dans quelques jours, nous allons vivre le premier anniversaire du décès de Jacques Delors. C'était il y a un an, fin de l'année dernière, dans laquelle nous avons appris la nouvelle. Et évidemment, l'héritage de Jacques Delors est quelque chose qui aujourd'hui est de plus en plus important dans le débat, dans notre activité, dans ce que nous sommes en train de faire. Et nous ne le disons pas parce que c'est notre métier, l'Institut Jacques Delors, et donc évidemment. Mais nous le disons pour une raison très simple. C'est parce que l'Europe sort de ses problèmes d'aujourd'hui seulement avec la méthode Delors. Reprise et évidemment relancée, actualisée, avec la possibilité de la voir avec le temps d'aujourd'hui, avec les besoins d'aujourd'hui, et dans évidemment une modernité qui aujourd'hui doit être tenue en compte. L'Europe de Jacques Delors était une Europe qui avait évidemment une dimension différente dans un monde qui était totalement différent. Moi, je répète toujours ce petit exemple. Quand Jacques Delors a construit le marché unique européen, la France était puissante autant que la Chine et l'Inde mises ensemble. Et évidemment, aujourd'hui, ce n'est plus le cas, c'est 10 fois plus. La France gagnait plus de médailles d'or que la Chine, et aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Et cet élément sur le rôle des pays européens tout seuls, sur le fait qu'aujourd'hui, les pays européens seulement, s'ils sont ensemble, sont capables de rivaliser, d'être compétitifs avec le reste du monde, est quelque chose qui
n'est pas complètement clair autour de nous. Et donc la nécessité de faire cette réflexion autour d'une mise à jour de la pensée de Delors et surtout de ce qui s'est passé après Delors. Cette conférence annuelle, donc, pour nous, est une conférence qui marque le premier anniversaire, mais qui marque aussi une année absolument unique dans la vie européenne. Une année dans laquelle il se sont passés beaucoup d'événements, beaucoup de choses. On a aujourd'hui une nouvelle commission qui vient de commencer, de nouvelles équipes. On a aux États-Unis, là aussi, hélas, une nouvelle équipe qui commence à travailler. Et nous avons surtout la nécessité de mettre en marche une conscience très importante que l'année qui va s'écouler nous a amené. Cette conscience est la conscience du décrochage économique de l'Europe par rapport aux États-Unis et aux grandes puissances, si nous ne sommes pas capables de trouver, comme le disait Arantxa maintenant, à notre intérieur les raisons, les énergies et la force pour la relance. Et c'est pour ça que cette conférence, dans laquelle nous allons avoir deux importantes tables rondes, panels, avec vraiment des interlocuteurs de grand niveau, quelques-uns sont déjà là, je vous remercie beaucoup pour être déjà là, pour écouter, et vous allez nous dire la vôtre. Et la conclusion sera laissée à Pascal Lamy, qui s'est mis au fond de la salle en cachette, mais on le reconnaît, avec ses lunettes rouges. Et donc, on va voir vraiment un après-midi intense, plein d'idées, je pense, assez importantes, avec un grand échange entre nous, qui va évidemment nourrir aussi les prochains choix, les prochaines initiatives, et ce que toutes nos activités comme Institut Jacques Delors, et quand je parle d'Institut Jacques Delors, je veux évidemment associer à ces mots aussi le centre Jacques Delors de Berlin. Johannes Lindner est là, voilà, lui aussi au fond de la salle, et qui va intervenir dans le panel, le deuxième panel. Merci Johannes pour être là, et Geneviève Ponce de Centre Jacques Delors de Bruxelles, qui va intervenir dans la première table ronde. Donc la famille Jacques Delors de nos activités. Je suis ravi de pouvoir introduire notre keynote speaker, qui est Charles Michel, pour beaucoup de raisons. Donc je vais tout de suite faire référence au fait que nous sommes ravis que Charles ait choisi la famille Jacques Delors pour ses premiers propos importants en tant que voix libérée, si je peux me permettre. Donc, voix libérée de toute contrainte institutionnelle officielle. Évidemment, une fois président, on est toujours président, surtout d'une institution comme le Conseil européen. On connaît tous la façon dans laquelle il faut gérer ses responsabilités, même après. Et on connaît Charles, et on sait très bien quelle est son approche. Mais je pense que son point de vue aujourd'hui est doublement intéressant parce qu'il vient d'une personne qui a physiquement écrit, rédigé, travaillé à trouver l'entente entre les premiers ministres et les institutions européennes pour l'agenda stratégique de l'Europe des prochaines années, et même pour quelques-unes des plus importantes récentes délibérations européennes qui sont à la base de la discussion d'aujourd'hui. J'en cite une. Je suis évidemment biaisé, mais je cite la déclaration de Budapest, c'est-à-dire la dernière déclaration du dernier Conseil européen que tu as présidé à Budapest, dans laquelle, disons, on a eu l'impression que les institutions européennes, sous l'impulsion du Conseil, franchissaient un cap sur le sujet compétitivité, prospérité, donc les sujets qu'on a décidé de mettre au centre de notre réflexion. Je le dis évidemment, je suis biaisé parce que c'est une déclaration qui a repris mon rapport et le rapport Draghi en les mettant au centre de la réflexion de ce qu'il faut faire en action concrète. Mais
l'agenda stratégique, la déclaration de Budapest et le fait que, dis-moi Charles si je me trompe, mais en fait, dans l'agenda des institutions européennes, la compétitivité n'était pas complètement présente dans les dernières années. On a tous eu, et aussi dans nos débats, dans nos activités, on a perçu qu'il y avait un problème de comment faire en sorte que on puisse, par exemple, faire une relance importante sur le futur industriel de l'Europe. L'Europe a un destin industriel. L'Europe a un destin industriel, évidemment, d'une industrie qui soit l'industrie moderne, de la soutenabilité, mais l'idée qu'on laissait l'industrie aux Chinois et on laissait la finance aux Américains, que peut-être quelqu'un a cultivé dans les dernières 2 décennies, est une idée qu'on a finalement bloquée, définitivement bloquée. On a repris avec ce sens de l'intégration du marché intérieur sur les services financiers premièrement et aussi sur le reste, et la relance d'un destin industriel pour l'Europe, des éléments qui sont évidemment centraux. Mais tout ça sans que tout ça soit en contradiction avec les 5 années qui sont derrière nous. Parce que je pense que nous devons être tous fiers du fait que les 5 années européennes ont été des années qui ont donné à l'Europe le cap de la soutenabilité, de la transition, en mettant ces choix comme les choix d'un leadership mondial de l'Europe, qui est le grand leadership dont on a besoin. Aujourd'hui, on se trouve en face d'un choix important, et c'est, disons, ma petite contribution en introduction à ton intervention et à cette conférence. On a le choix fondamental que je trouve devoir être le choix et la ligne essentielle sur laquelle se mettre à travailler. C'est-à-dire, le futur de l'Europe et le futur de la transition sont liés entre eux. Nous pouvons prendre 2 routes aux 2 extrêmes. Je pense que ces 2 routes vont être les 2 négatives pour le futur de l'Europe. Une première route est celle de dire simplement on a tout décidé, maintenant il ne faut que appliquer les décisions qu'on a prises. La deuxième route est celle de dire si on applique ce qu'on a décidé, ça va être le désastre pour l'Europe, donc il faut bloquer tout ce qu'on a décidé. Il faut sauvegarder les emplois, il faut sauvegarder la compétitivité de l'Europe. Là, c'est le moment d'appliquer la créativité et aussi la capacité de faire bouger les lignes, d'aller de l'avant. Moi, je pense sérieusement, et cette conversation d'aujourd'hui va mettre ensemble beaucoup d'acteurs absolument clés de ce débat, à partir du président Charles Michel, sur le grand sujet de dire nous voulons la transition verte, nous voulons la transition juste et numérique. Pour l'avoir, il faut l'accompagner économiquement et socialement. Sinon, on ne va pas l'avoir. Et l'accompagner, ça veut dire faire en sorte que toutes les catégories de citoyens, de travailleurs, d'entrepreneurs, les propriétaires des maisons et tout le reste de notre société soient capables de considérer que on ne veut pas se mettre dans ce piège de penser que la transition verte, c'est un luxe seulement pour les riches, ceux qui peuvent payer eux-mêmes pour la transition. C'est une grande mission commune. Mais cette mission commune a besoin de financements communs. Et ces financements communs ne peuvent que être soit financement public, soit financement privé, avec une capacité de mobiliser l'argent des investissements privés avec des investissements publics. Et aujourd'hui, il n'y a, je pense, personne mieux placé que toi, Charles, pour nous raconter ça. Les 27, sur ce sujet, débattent et ont des approches différentes, qui viennent de l'histoire, qui viennent de la situation nationale, qui viennent de beaucoup d'aspects. Et la chose la pire qu'on puisse faire est de faire semblant de rien et de dire, puisqu'ils sont entre eux divisés, on évite le problème.
on ne peut pas éviter ce sujet sans un grand investissement, soit privé, soit public, qui accompagne la transition. On ne va pas avoir une transition de succès et on va avoir surtout un grand problème social, économique, qui va déstabiliser, je pense, l'Europe. On a déjà vu beaucoup d'éléments là-dessus. Et je pense que c'est le grand sujet des prochaines 5 années, et c'est le sujet de l'agenda stratégique, de la déclaration de Budapest, de tout le travail qui est dans les tuyaux. Et c'est un peu sur ça que j'ai voulu aussi centrer le cœur politique de mon rapport, et c'est pour ça que je vais terminer mon introduction en remerciant beaucoup, vraiment, personnellement, Charles Michel, parce que j'ai eu son soutien dès le début, et ça a été un soutien de substance important, fondamental pour que l'activité de préparation du rapport, donc le voyage que j'ai fait, sur lequel tu m'as aidé, voyage sur lequel, je le dis avec un petit sourire, j'ai eu la dernière suggestion de la part de Jacques Delors, la dernière fois que je l'ai rencontré l'été de l'année passée, quand il m'avait dit, ça a été un peu le sens du titre du rapport, Much More Than a Market. Le marché, c'est les personnes. Donc il faut que tu ne te renfermes pas dans un bureau de Berlaymont à Bruxelles pour écrire le rapport. Et deuxième suggestion, il ne faut seulement pas, quand tu visites les 27, que tu te limites aux capitales. Parce que dans les capitales, tu vas rencontrer des officials qui vont te dire des choses, mais les gens vivent dans les provinces de façon différente. Il faut que tu ailles partout rencontrer les gens. Et dans ce périple et dans le travail successif, j'ai toujours eu un grand soutien de la part du président du Conseil européen. Donc, je tiens vraiment à le remercier de ça. Je tiens à le remercier parce qu'il a accepté d'être parmi nous aujourd'hui, dans ce moment annuel de notre vie. Au mois de décembre, on a toujours cet événement qui est l'événement qui marque la fin de l'année et la relance pour l'année prochaine. Donc, ce que tu vas nous dire va être fondamental pour faire aussi un point sur ce qui s'est passé, mais surtout ce qui va se passer. Ce que l'Institut, avec tous ses chercheurs, avec les vice-présidents, et je salue ici Christine Verger, Nicole Niesotto, directrice Sylvie Matelli, et tout le reste des équipes qui sont ici présentes. Nous allons travailler aussi sur la base des pistes que tu vas nous donner aujourd'hui. Je vous demande d'accueillir le président Charles Michel avec nos applaudissements. Merci. Cher Enrico, cher Arantxa, mesdames et messieurs, chers amis, c'est pour moi un plaisir très particulier d'être avec vous. Et Enrico, ne croyez pas si bien dire, je n'ai naturellement jamais eu l'expérience d'un homme qui sort de prison, mais en tout cas, depuis quelques jours, coïncidant avec la fin de mon mandat au 1er décembre, il y a effectivement un sentiment de liberté accrue qui m'habite, un certain sentiment de légèreté, et croyez-le, c'est un sentiment fort agréable que je ressens. Je suis aussi très heureux d'être là parce que Jacques Delors est une personnalité marquante. Je suis certainement un des enfants de cette génération qui a incarné si fort et si bien le projet européen. Et je voudrais saluer tout le travail qui est réalisé par l'ensemble des équipes de l'Institut Jacques Delors, parce que l'Union européenne a besoin de ce bouillonnement intellectuel, a besoin de cette capacité d'éclairer le chemin, parfois de brusquer, parfois de bousculer, en tout cas d'animer le débat démocratique, et nul doute que vous y contribuez depuis de nombreuses années, et je voudrais vous dire ma gratitude pour cette responsabilité qui est importante. Alors, Enrico a eu la gentillesse de le mentionner. J'ai été pendant 10 ans membre du Conseil européen. Le Conseil européen, qui est un organe politique très atypique, puisqu'il n'y a pas de précédent ou de comparaison possible dans l'histoire de l'humanité. 27 chefs d'État et de gouvernement, de grands fauves, diront certains, des personnalités fortes par principe. On n'est pas chef d'État et de gouvernement si on n'a pas quelques caractères un peu forts, qui se réunissent en moyenne 10 fois par an, depuis que je suis pendant le Conseil européen, plus de 50 réunions pour
tenter de définir les orientations stratégiques. Et en quelque sorte, le Conseil européen est une forme de tour de contrôle, le gardien de l'unité européenne. C'est comme cela, en tout cas, que j'ai considéré ma responsabilité de président du Conseil européen, travailler inlassablement pour favoriser, encourager, stimuler, sans relâche, cette ambition d'unité européenne, parce que sans unité, nous sommes peu de choses. Avec de l'unité, nous avons de l'influence, nous avons de l'impact. Ça m'a amené, effectivement, pendant les 10 dernières années, d'abord comme Premier ministre belge, puis comme président du Conseil européen, à côtoyer 3 présidents des États-Unis, 6 premiers ministres britanniques, 7 premiers ministres bulgares, 7 premiers ministres autrichiens. Je ne mentionne pas le nom de premier ministre italien à dessein, cher Enrico, et un seul premier ministre en Hongrie, qui est Viktor Orban, ce qui m'amène, ou ce qui m'a amené à être un des vétérans du Conseil européen, avec Mark Rutte, qui maintenant a des responsabilités au sein de l'OTAN, et avec Viktor Orban, qui est toujours, comme vous le savez, Premier ministre en Hongrie. Mesdames et messieurs, nous retrouvons en ce début de cycle institutionnel, fin d'année 2024, début de cycle institutionnel européen, début de cycle institutionnel aux États-Unis également, et dans un moment, je le dis simplement, dans un moment où on le voit bien, le monde est sur le fil du rasoir. D'une part, les dernières années l'ont montré un changement de paradigme économique. Le changement climatique est une réalité que l'on doit adresser. Et il faut trouver cette capacité à la fois de générer de la prospérité, d'observer ce monde qui se transforme, dans le cadre duquel ce qui était autrefois un déchet devient une ressource. C'est la base de l'économie circulaire, ce monde dans lequel on voit bien qu'on ne peut pas, on ne peut plus abuser des ressources naturelles comme nous l'avons fait pendant tant d'années, dans un monde dans le cadre duquel la question énergétique est évidemment centrale et doit être abordée en lien avec cette recherche d'équilibre, compétitivité, innovation, développement économique et préoccupation pour l'avenir de la planète, qui est un sujet existentiel pour chacun d'entre nous. Dans le même moment, la digitalisation, l'intelligence artificielle amènent à ce que les données personnelles, deviennent et sont probablement déjà la principale ressource économique. Et ça nous met à l'épreuve. Ça nous met à l'épreuve en termes de paradigme économique, mais aussi en termes de relation entre ces développements technologiques d'un côté et les libertés personnelles. Et en Européens, nous sommes préoccupés de ces implications pour les questions liées aux libertés personnelles, mais ces questions liées aussi au fonctionnement de nos institutions démocratiques. Modification du paradigme économique, transition digitale, transition climatique, et puis des guerres et des conflits, y compris une guerre sur le sol européen qui ébranle l'ordre fondé sur des règles, qui mettent en pression la Charte des Nations Unies, qui amène des tragédies sur le plan humanitaire et qui mettent aussi à l'épreuve l'exigence de ne pas sombrer dans la tentation des doubles standards. Si l'on veut garder une autorité morale, on doit bien considérer que adopter des principes similaires lorsque confronté à des situations similaires relève de la responsabilité européenne également. Et puis, on le voit, des tensions commerciales qui sont croissantes, des tentations protectionnistes, des tentations unilatérales, la loi de la force plutôt que la force de la loi. C'est l'environnement général dans lequel nous nous situons en ce mois de décembre 2024. Et dans un moment tel que celui-là, il me semble qu'il y a un point qui est essentiel et que je qualifierais de retour à l'essentiel, de retour aux fondamentaux du projet européen. Et le projet de l'Union européenne, il est fondé à la fois sur cet esprit de coopération, sur cette double promesse, à la fois la promesse de paix et de sécurité, et la promesse de prospérité, fondée sur des valeurs partagées, de liberté et de démocratie. Et en réalité, lorsque on a eu, les dernières années, parfois, des débats vifs sur les concepts d'autonomie stratégique, de souveraineté, si je prends un peu de distance, j'ai la conviction, pour ce qui me concerne, que la souveraineté, l'autonomie stratégique, c'était le choix, en réalité, des pères fondateurs. Cette idée, en fait, que l'on doit mettre en place un projet politique, un projet de société, pour faire en sorte que l'on ait plus d'impact,
plus d'influence et que l'on soit moins dépendant. Et donc j'ai l'impression que cette ambition de souveraineté, qui est traduite dans l'agenda stratégique qui a été validé au mois de juin par les leaders européens, s'est renouée avec les promesses fondamentales du projet européen, veiller à ce que l'on puisse construire brique par brique un projet politique qui protège davantage les citoyens, qui promeut davantage nos valeurs partagées, qui défend mieux nos intérêts légitimes. Et dans ce cadre-là, je vois très simplement 3 priorités et une méthode. Les 3 priorités, c'est bien sûr renforcer la base économique. C'est deuxièmement veiller à ce que l'on soit plus acteur de notre sécurité et de défense que nous le sommes aujourd'hui. Et troisièmement, c'est engager bien plus avec le reste du monde. Et la méthode, c'est l'unité. C'est l'unité et donc la confiance. Quand il y a de la suspicion et donc de la méfiance, il y a plus d'obstacles pour l'unité, plus de risques de fragmentation et de morcellement, et moins de capacité à défendre nos intérêts avec de l'impact et avec de la force. Et je commence par le premier point, qui est l'exigence, à mon avis, numéro 1, et pour lesquels Enrico Letta, Mario Draghi également, ont établi des rapports qui sont des points de repère et des points de référence absolument centraux, sur base desquels le Conseil européen, effectivement, a fixé un certain nombre de principes. Quelques éléments sur ce premier point, renforcer la base économique et approfondir le marché intérieur. Vous connaissez les chiffres mieux que moi, et je veux donc ne pas en citer beaucoup, mais si je prends simplement la part du produit intérieur brut de l'Union européenne dans le reste du monde, aujourd'hui, autour de 17%, et si je la compare à ce qui était la situation 20 ans plus tôt, autour de 30%, on voit bien que le décrochage que tu mentionnais est une réalité. Et on le voit au travers des chiffres d'investissement, on voit au travers des chiffres en lien avec la propriété intellectuelle liée à l'innovation, on le voit au lien avec les investissements productifs, certainement. Et donc, il est essentiel de prendre rapidement des décisions fortes si on ne veut pas que l'Union européenne devienne le musée du monde, un endroit que l'on regarde avec une certaine nostalgie en se disant « bon sang, que c'était grandiose au siècle passé ». Je crois pour ma part que la responsabilité politique, c'est effectivement d'engager des décisions maintenant. Et quels sont les quelques points clés sur lesquels nous devons agir? Parce qu'on sait en réalité quels sont les leviers dont on dispose et sur lesquels nous devons agir. 1, c'est renforcer et approfondir le marché intérieur, y compris dans le domaine des services. 2, c'est adresser la question de la régulation. On régule beaucoup et il faut réguler de façon plus pointue, plus ajustée, plus adaptée pour avoir un impact plus significatif qui prend en considération la capacité concurrentielle de nos entreprises. 3e élément, on doit considérer que le commerce est un levier de développement. Et j'ai un peu l'impression que les dernières années, et je viens sur un terrain glissant compte tenu de l'actualité politique en lien avec un accord commercial dont la négociation semble avoir été clôturée il y a quelques heures. Cela étant dit, je crois fondamentalement que les dernières années, on a, sur le plan européen, considéré que le commerce était un instrument qui devait résoudre tous les problèmes du monde. Je pense pour ma part que le commerce doit avoir pour vocation à d'abord, au travers des accords commerciaux, développer le commerce, l'activité commerciale, les échanges commerciaux, avec quelques priorités. Et c'est le débat démocratique que l'on doit avoir. Dans nos accords commerciaux, je crois qu'il est bien, il est juste de se battre pour que les accords de Paris soient partie intégrante. Il est juste de considérer qu'il y a quelques priorités dans le domaine des conditions sociales. C'est une question aussi de level playing field qui doit être prise en considération. Donc il est juste que ces accords commerciaux soient utilisés pour développer l'activité commerciale, pour soutenir davantage de prospérité, davantage de développement et promouvoir nos valeurs qui sont inspirées par nos manières de produire, par nos manières de consommer également. Mais vouloir résoudre tous les accords, toutes les défis et toutes les difficultés du monde au travers des accords commerciaux, aboutit à ce qu'à la fin, on ne conclue plus d'accords commerciaux, ou quand on les conclut, on n'arrive pas à les ratifier. Mais la franchise d'homme libre doit m'encourager à partager aussi avec vous une expérience. J'ai l'impression que sur ces accords commerciaux, le sujet n'est pas simplement le fond, quelle est la nature de l'accord qui est conclu. C'est aussi la forme, la manière dont on mobilise le processus de délibération démocratique pour arriver à ce qu'un accord soit conclu. Et là, je voudrais partager 2 expériences modestes et rapides que j'ai pu avoir.
D'abord comme Premier ministre belge, au moment de l'accord avec le Canada, le CETA. Certains se souviennent peut-être des grandes difficultés de la Belgique à l'époque de ratifier un accord avec le Canada. Le Canada, qui n'est pas le pays qui a les standards les plus éloignés de la Belgique ou de l'Union européenne sur le plan environnemental ou sur le plan social. Et c'était pour moi une expérience parce que ça montrait bien ce décalage entre, d'une part, la réalité de ce qui est sur la table et puis la perception de cette réalité par les sociétés civiles, par le Parlement, par les opinions publiques. Et puis une autre expérience. Quelque temps plus tard, d'abord comme Premier ministre belge, puis comme président du Conseil européen, les négociations avec le Royaume-Uni à la suite du Brexit pour établir un accord commercial. Et là, la méthode a été très différente des méthodes qui ont été suivies par le passé pour les accords commerciaux. Pourquoi ? Parce que même si c'est la Commission, et c'est normal qu'il en soit ainsi, qui est en première ligne pour négocier ces accords commerciaux, pour cet accord avec le Royaume-Uni, il y a une très grande participation, inclusivité des États membres, des parlements nationaux, des fédérations d'entreprises, des organisations syndicales, qui à chacune des étapes de ce processus de négociation étaient de manière très transparente, informées des points de vue des négociateurs, des difficultés, des points qui devaient être tranchés. Et on a vu que cet accord avec le Royaume-Uni a été ratifié extrêmement rapidement à la suite de la conclusion de la négociation par la Commission européenne. C'est pour moi une expérience qui est inspirante et qui peut-être pour l'avenir devrait nous amener à raisonner sur la manière de prendre en considération ces processus de négociation pour les accords commerciaux. Base économique, marché intérieur, compétitivité, être fort à l'intérieur, avoir plus d'impact à l'extérieur, et bien sûr, une question centrale qu'Enrico Letta a parfaitement traitée dans la question, dans le rapport qui a été soumis aux instances européennes, la question du financement et des moyens qui sont nécessaires pour surmonter les défis massifs auxquels nous sommes confrontés. Alors, sur ce point-là, ne m'en voulez pas, être belge, donc très pragmatique, et pas trop idéologue. Et je m'explique. D'abord, ma conviction, c'est qu'il y a en réalité un levier de financement qui devrait être le plus simple à mobiliser d'un point de vue politique. Et j'espère que dans les mois qui viennent, on passera à l'acte. C'est l'union du marché des capitaux. Il y a un paradoxe extraordinaire, et Christine Lagarde l'a parfaitement mis en évidence dans un rapport récent. Il y a des centaines de milliards d'euros d'épargne, des épargnants européens qui sont mobilisés pour financer le développement économique ailleurs, aux États-Unis principalement. Pourquoi ? Parce qu'il y a une super fragmentation de nos marchés des capitaux et donc une très grande difficulté pour l'accès au capital chaque fois qu'il y a des entreprises qui ont la capacité de grandir, de se développer et de devenir des champions sur le plan européen. Et là, c'est à la fois un sentiment de déception, mais un sentiment d'optimisme et d'espoir que j'éprouve aujourd'hui au moment où je vous parle. D'une part, par rapport il y a quelques mois, il me semble qu'on a fait un progrès réel sur le plan politique, parce que le Conseil européen a fixé un certain nombre de principes de contours pour charger les ministres des Finances, et pas seulement les ministres des Finances d'ailleurs, de travailler pour débloquer ce sujet et libérer des capitaux privés pour financer massivement les transitions, les besoins en termes d'innovation. Mais c'est vrai aussi qu'il y a des États membres, plusieurs États membres, qui ont aujourd'hui des positions en lien avec ce sujet extrêmement conservatrices, liées aussi à quelques spécificités propres à certains de nos États membres. Et donc, s'il y a bien un sujet qui me semble essentiel dans les mois qui viennent, et j'espère que le débat sur le cadre multi-annuel financier sera un débat d'adresser en parallèle cette question-là, c'est l'union du marché des capitaux pour libérer ces capitaux privés pour financer massivement l'innovation, la compétitivité, la capacité de développement de nos entreprises. Il y a évidemment un deuxième levier à côté du marché des capitaux qui doit être utilisé, je crois, qui l'est et qui pourrait l'être plus, je le pense, c'est la Banque européenne d'investissement. La Banque européenne d'investissement, c'est la banque des États membres. Les 27 États membres sont actionnaires de cette banque. Je l'ai dit à plusieurs reprises, je le pense encore aujourd'hui, tôt ou tard viendra le débat pour la recapitalisation de la Banque européenne d'investissement. Et c'est indispensable, parce que si nous voulons plus en termes de projets, plus en termes d'ambition pour la double transition climatique et digitale et pour la sécurité et la défense, je vais y revenir, allant que la Banque européenne d'investissement est un instrument stratégique qui doit être mobilisé. Et puis il y a un troisième élément. Je voudrais l'adresser de manière modeste également, celui-là.
c'est la question de l'endettement commun, ou les investissements communs, ou les emprunts communs, peu importe la dénomination qu'on y donne. Et c'est évidemment un peu l'éléphant dans le magasin de porcelaine, ce sujet-là. Alors, je vois bien, pour avoir été pendant 10 ans au cœur de cette enceinte du Conseil européen, les résistances d'États membres et des sociétés de plusieurs des États membres sur cette idée d'aller vers ce projet d'investissement commun au travers d'emprunts communs. Et je voudrais simplement formuler 2 commentaires, et chacun appréciera. J'ai le souvenir très très marqué et très précis du moment de la crise du Covid, lorsque nous avons mis en place le fonds de relance, et je me souviens parfaitement que quelques jours avant que l'on prenne la décision d'investir ensemble, pour adresser ensemble les conséquences de cette crise du Covid, quelques jours auparavant, la décision apparaissait impossible pour plusieurs de nos États membres. Et je me souviens très bien de 2 conversations téléphoniques avec Angela Merkel à l'époque, par exemple. La première, où elle m'expliquait toutes les raisons pour lesquelles l'Allemagne, à aucun moment, ne pourrait s'engager dans la voie qui était plaidée par plusieurs des États membres et qui visait à mobiliser de l'investissement commun. Je me souviens aussi du coup de téléphone avec Angela Merkel, 1 semaine ou 10 jours plus tard, quelques heures avant son annonce avec Emmanuel Macron, d'une position commune de la France et de l'Allemagne sur le sujet, où elle m'expliquait les raisons pour lesquelles elle avait changé d'avis et pour lesquelles elle était convaincue que dans les circonstances de l'époque, il était indispensable d'aller vers cette mobilisation d'un investissement commun. Et alors, à ce moment-là, le débat n'était plus un débat sur le principe, c'était plutôt un débat sur les montants et les modalités, c'est-à-dire quelles étaient les garanties qui étaient nécessaires pour s'assurer que la solidarité est bien une solidarité à 2 sens et pas à sens unique. C'est une solidarité qui suppose que l'on mobilise des capacités financières, y compris pour ceux qui en ont le plus besoin, mais que ceux qui en ont le plus besoin aient aussi le courage de mettre en place les réformes structurelles qui sont nécessaires pour faire en sorte que l'on puisse assainir les situations qui permettent de constituer le socle au départ desquels on peut développer l'activité économique, la croissance et l'innovation. Vous voyez, renforcer la base économique, c'est évidemment essentiel. Nous voyons quels sont les chemins, nous voyons quel est le travail qui doit être mené, et j'espère de tout mon cœur que dans les mois qui viennent, des décisions structurelles seront prises, y compris, cher Enrico, sur des aspects du rapport que tu as parfaitement mis en évidence, non seulement l'union de l'investissement ou des investissements et de l'épargne, mais également ce que tu as mis en exergue lorsque tu as participé au Conseil européen avant l'été pour présenter ce rapport, et qui m'avait beaucoup marqué, qui a beaucoup marqué beaucoup de leaders européens, cette idée selon laquelle, au moment où Jacques Delors propose de lancer ce marché intérieur, c'est délibérément, parce qu'il prend en compte l'arrêté politique de l'époque, que plusieurs éléments ne sont pas intégrés dans le marché intérieur. Les télécoms, la question énergétique et le marché des capitaux, ces 3 éléments-là. Et on voit qu'aujourd'hui, les points centraux pour approfondir la capacité de développement économique de l'Union européenne, ils tournent autour de ce pas qui devra être fait tôt ou tard, je le crois, sur l'ensemble de ces sujets. Si je prends l'énergie, c'est intéressant. Vous savez que la question du mix énergétique est une compétence nationale. Les traités sont clairs sur le sujet, ça ne relève pas de l'Union européenne. Et pourtant, sans changer les traités, sans faire des référendums, sans mettre en place des processus complexes, à Versailles, sous présidence française, les conclusions du Conseil européen ont identifié l'énergie comme étant une matière à partir desquelles les États membres allaient davantage coopérer, sans changer les traités, en mettant en place les premières briques pour une union de l'énergie qui sera à terme indispensable, à mon avis. Donc, quelques réflexions, quelques points que je souhaitais partager avec vous sur cette question de la base économique. Je reviens maintenant à un deuxième sujet qui me paraît essentiel pour l'avenir dans ce monde incertain, imprévisible, d'aucuns diront dangereux. C'est la sécurité et la défense. Et soyons de bon compte, pendant des décennies, le projet européen a été considéré par beaucoup, pas par tous, comme étant un projet fondamentalement tourné sur des valeurs, tourné sur une ambition de prospérité, de développement économique, de coopération en matière commerciale, l'ouverture, la liberté, les libertés, avec ce sentiment plus ou moins assumé que la sécurité et la défense étaient déléguées à l'Amérique du Nord, États-Unis, Canada, dans le cadre de l'OTAN. Ce n'était pas une position unanime, mais c'était une position large
sur le plan européen pendant des années. Il se trouve qu'en 2021, j'avais écrit un op-ed quelques mois avant le début de la guerre de la Russie contre l'Ukraine, annonçant que 2022 serait, selon moi, l'année de la défense et de la sécurité. Malheureusement, je ne croyais pas si bien dire. Cela pour indiquer qu'il y avait un débat avant cette guerre déclenchée par la Russie contre l'Ukraine. Mais quelle est l'expérience que je souhaite modestement partager avec vous? C'est pas seulement l'expérience, c'est une conviction. Cette guerre déclenchée par la Russie contre l'Ukraine a fondamentalement changé le paradigme. Avant cette guerre, certains observateurs avaient déjà bien mesuré que les États-Unis regardaient bien davantage l'Indo-Pacifique et la relation avec la Chine comme étant la priorité géopolitique absolue. C'est un sujet de consensus bipartisan aux États-Unis. Mais cette guerre déclenchée par la Russie contre l'Ukraine a montré l'impérieuse nécessité de prendre au sérieux en Européens, comme Union européenne, ces questions de défense et de sécurité. Et il y a un moment que probablement je n'oublierai jamais dans mon parcours politique, dans les quelques heures qui suivent le déclenchement de cette invasion totale de la Russie contre l'Ukraine. Nous étions en contact régulier, j'étais en contact permanent avec le président Zelensky qui m'appelle pendant la nuit pour m'informer que la guerre a démarré et que cette guerre vise tout le territoire ukrainien. Il n'y avait pas beaucoup de doute à l'époque que la guerre allait démarrer. La seule question à ce moment-là était est-ce que ça allait viser tout le territoire ukrainien ou seulement être localisé principalement dans le Donbass. C'était bien tout le territoire qui était visé. Et puis très vite, on se rend compte que l'Union européenne va être confrontée à un choix très fondamental. L'OTAN n'était pas en mesure d'agir à ce moment-là. Vous vous souviendrez peut-être que la guerre démarre la nuit du mercredi au jeudi. Le vendredi après-midi, l'OTAN se réunit de manière virtuelle, fait un communiqué de soutien à l'Ukraine, mais ne peut pas mobiliser de soutien afin de ne pas donner le message selon lequel l'OTAN est impliqué dans une guerre qui deviendrait automatiquement une guerre mondiale. Quand Zelensky, le vendredi et le samedi, est au téléphone avec moi, il y avait d'autres leaders européens, nous demande de livrer des armes, et nous allons utiliser ce qui avait été mis sur papier quelque temps auparavant, la facilité européenne de paix, qui pour la première fois autorisait l'Union européenne, en théorie jusque-là, à livrer des armes, de l'équipement létal à un pays ami, à un pays partenaire. Et je me souviens d'une conversation avec quelques-uns des conseillers à Bruxelles, avec quelques-uns des collègues à Bruxelles, le samedi matin, très tôt, où lorsque je mets sur la table cette proposition en disant maintenant on doit utiliser ce levier, il n'y a pas le moindre doute, un premier réflexe a été il ne faut surtout pas faire ça, parce que si on fait ça, on va être divisé, on n'arrivera pas à le faire et ce sera pire encore. Je n'ai pas cru dans cette approche, j'ai pensé au contraire qu'on n'avait pas le choix et qu'on devait se mobiliser. Et ce week-end, ce samedi et ce dimanche, j'étais au téléphone avec l'ensemble des 27 chefs d'État et de gouvernement, les uns après les autres, pour les uns après les autres tenter de les convaincre de soutenir cette décision. Certains qui ont des statuts constitutionnels particuliers ne pouvaient pas être partis à cette décision et ont accepté de mettre en pratique, et c'est une des premières, je pense, une forme d'abstention constructive, c'est-à-dire de ne pas empêcher que ceux qui le souhaitent puissent aller de l'avant. Et dès le samedi soir, avant même que la décision eût été ratifiée le dimanche soir, dès le samedi soir, les premières livraisons d'armes traversaient la frontière polonaise pour aller vers l'Ukraine. Je prends un peu de temps pour expliquer ce moment, ces quelques heures. Pourquoi ? Parce que ça montre que quand les circonstances l'exigent, on peut aller vite. Et quand les circonstances l'exigent, on peut changer radicalement un paradigme qu'une semaine ou 2 semaines plus tôt, si on en avait parlé, beaucoup auraient souri, peut-être même auraient rigolé de cette idée qui eût paru étrange 1 semaine ou 2 semaines plus tôt. Et ça, c'était aussi l'histoire de ce projet européen. Et donc, sécurité et défense, on va devoir investir plus de projets européens, dans le domaine de la protection aérienne, certainement. Dans le domaine cyber, je crois par exemple, on devrait développer des capacités militaires, y compris offensives. Je mesure ce que je dis dans le domaine cyber. Et bien entendu, pour cela, il faut renforcer la base industrielle européenne. Et bien entendu, cela veut donc dire que l'on doit identifier dans les moyens financiers supplémentaires qui vont être mobilisés dans le domaine de la défense à l'avenir, comment veille-t-on à la fois à renforcer nos alliances et nos partenariats, mais aussi à développer des capacités propres et autonomes en matière industrielle dans le secteur de la défense. Et enfin, le troisième point, et je voudrais ne pas être trop long bien sûr, le troisième point, c'est engager avec le reste du monde.
Et c'est vraiment une expérience que je tire de cette présence au Conseil européen les 10 dernières années, et singulièrement les 5 dernières années. Et je retiens une conversation que j'avais eue il y a quelque temps avec un des leaders d'un des pays du Golfe qui me disait, tu sais, lorsqu'il y a un vide, lorsque vous n'êtes pas présent, quelqu'un d'autre est présent, occupe la position, et ce quelqu'un d'autre ne va pas défendre vos intérêts ni promouvoir nos valeurs. Et donc, engager avec le reste du monde, c'est une manière de ne pas permettre qu'il y ait un vacuum et de ne pas permettre qu'un vacuum soit utilisé par celles et ceux qui n'ont pas le même regard sur l'avenir du monde que nous l'avons comme Européens, fort de notre histoire, de nos traditions et des valeurs que nous voulons incarner. Et dans ce cadre-là, c'est vrai que le Conseil européen, je le crois, a un rôle particulier à jouer sur base des traités, mais sur base de sa composition atypique. 27 chefs d'État et de gouvernement qui ont une légitimité, qui ont une responsabilité, qui ont aussi un rôle pour mobiliser leur population afin de suivre un chemin commun. Et je voudrais mentionner juste quelques points en lien avec cet élément. Un, et merci de l'avoir évoqué, cher Enrico, la communauté politique européenne. Quand je dis engager le reste du monde, c'est aussi engager sur le continent européen, au-delà de l'Union européenne. Et c'est en cela que cette initiative, qui rassemble des pays, une cinquantaine, et 620 millions, plus de 620 millions de citoyens, est un espace politique utile. Parce que si ce n'est pas un espace juridique commun et partagé, comme l'est l'Union européenne, c'est un espace au départ desquels on peut favoriser une capacité de travailler plus et mieux ensemble sur des sujets de coopération énergétique, sur des sujets de sécurité, sur des sujets de solutions liées à des conflits qui empoisonnent le sol européen encore aujourd'hui. Je ne parle pas seulement de cette guerre contre l'Ukraine. Et puis, engager avec le reste du monde, c'est le faire de manière panoramique, à 360 degrés, certainement avec le continent africain, avec l'Amérique latine, avec l'Asie du Sud-Est, avec les pays du Golfe, avec l'Asie centrale, et c'est le faire, bien entendu, en identifiant quelles relations veut-on dans cette alliance très forte avec les États-Unis, quel que soit le locataire de la Maison-Blanche. Et en cela, le Conseil européen a aussi un rôle de stratège pour définir la manière dont on engage avec les États-Unis, dont on engage aussi avec la Chine, et comment on trouve cet équilibre entre, d'une part, défendre nos valeurs, nos principes, nos intérêts légitimes, notre sécurité économique, tout en actant que la Chine, que l'on aime ou que l'on n'aime pas, c'est un fait, est un acteur global, et qu'on ne va pas progresser dans la lutte contre le changement climatique, on ne va pas progresser pour faire reculer les menaces en matière de santé, le Covid l'a montré, si on ne peut pas se retrouver autour de même table pour engager dans une position de force, dans une position d'exigence, mais aussi dans une position de réalisme quant à un certain nombre d'équilibres auxquels nous sommes confrontés. Et puis, je termine par là, sur le plan international, sur le plan de l'engagement du reste du monde, il y a quelques principes, quelques, oserais-je dire, des leçons que je retiens à titre personnel. Si on veut engager le reste du monde, on doit avoir l'ambition de le faire avec respect. Et ce respect, ça veut dire un respect sur la forme et sur le fond. Et parfois, avec de bonnes intentions, la manière dont on engage avec le reste du monde n'est pas perçue comme étant une manière d'engager avec du respect. On doit faire preuve, je pense, parfois d'une plus grande humilité dans le ton et la tonalité qui est utilisée, notamment quand on veut engager des pays qui sont sur le chemin du développement. Deuxième élément, et c'est pour moi aussi une leçon qui vaut à l'intérieur de l'Union européenne, mais aussi dans notre engagement avec le reste du monde, je l'évoquais en introduction, les doubles standards sont un poison qui gangrène un ordre fondé sur des règles. C'est un poison terrible, un poison lent, un poison redoutable, mais nous devons, je pense, nous garder de cette tentation des doubles standards. Un crime de guerre est un crime de guerre, en Ukraine, au Proche-Orient. Un mandat d'arrêt est un mandat d'arrêt, s'il a été délivré dans le cadre du respect du droit international. Et je pourrais multiplier les exemples à l'infini. Et donc la géométrie variable est une approche qui, à court terme, peut sembler tactique, mais qui, à moyen ou à long terme, est dramatique et tragique parce qu'elle nous fait perdre notre position d'autorité. Et le reste du monde attend de nous, comme gardiens du multilatéralisme, que l'on puisse être ferme sur ces principes. Et c'est en cela que je suis même un peu émotif sur le sujet, parce que j'ai vu à plusieurs reprises, dans ma responsabilité, cette tentation de la facilité au travers de la géométrie variable et du double standard. Troisième point,
quand je regarde le reste du monde, ce qui m'a frappé dans beaucoup de rencontres que j'ai eu l'honneur de mener au nom de l'Union européenne, c'est d'observer que dans un certain nombre de régions du monde, ils nous connaissent mieux que nous ne les connaissons. Et ça, c'est très différent. L'Europe, qui a été une terre de conquête technologique, de conquête scientifique, parfois même de conquête territoriale, avait une tradition de curiosité intellectuelle, de curiosité sociologique, de curiosité culturelle. Je pense qu'on doit renouer avec cette tradition de curiosité. Moi, ça m'a frappé très souvent de voir comment un certain nombre de responsables, pas seulement politiques, mais également économiques, sociaux, dans des régions du monde, nous regardent et nous connaissent bien mieux que nous ne les connaissons. Nous ne faisons peut-être pas suffisamment l'effort d'essayer de comprendre, de connaître et de rentrer aussi dans un processus d'écoute active. Enfin, je conclus en vous disant que, on le voit bien, le monde vers lequel nous allons est un monde qui sera soit bipolaire, avec une confrontation duale qui forcerait chacun à choisir un camp contre un autre, soit sera multipolaire, avec donc la nécessité d'un multilatéralisme efficace, effectif, qui fonctionne. Vous comprenez que mon choix, c'est celui d'un monde multipolaire, avec un multilatéralisme efficace, effectif, et pour cela, l'Europe a une grande responsabilité. L'histoire de l'Union européenne, l'avenir de l'Union européenne est directement lié à la capacité que nous allons avoir à prendre des décisions en matière de base économique, en matière d'innovation, en matière de compétitivité, en matière de sécurité, en matière de défense. Et ça sera possible, cet optimisme européen, cet enthousiasme européen qui a marqué l'histoire de ce projet, ça sera possible s'il y a de la confiance entre nous. Parce que la confiance, c'est ce moteur qui permet d'avancer, d'identifier quelles sont les priorités, quels sont les pas que l'on veut franchir. Vous l'avez compris, ce sont 10 années qui sont des années qui ont été exaltantes, qui m'ont donné un regard sur l'histoire de cette construction européenne, ce projet européen, en disant l'Europe a beaucoup changé, le monde a beaucoup changé, mais les promesses, elles, n'ont pas changé, elles ne doivent pas changer. La paix, la prospérité, la sécurité, et puis plus que tout, la liberté. Merci à vous. Merci beaucoup. Je vais prendre deux questions, pas deux questions, intervention, et je te demanderai de répondre à ces deux questions. On les prend ensemble, donc on commence par là. Merci beaucoup, Tornike Gordadze. J'enseigne à Sciences Po depuis 20 ans. Je suis aussi chercheur associé à l'Institut Jacques Delors. Et j'ai été, à mes heures perdues, ministre de l'intégration européenne de la Géorgie, d'où je reviens. J'ai passé une semaine et j'ai encore des picotements du gaz lacrymogène dans ma gorge. Monsieur le Président, vous connaissez bien ce pays. Vous êtes déjà allé, vous avez participé dans les négociations lors d'une crise précédente, il y a quelques années. Ils participent dans ce qu'ils appellent l'Eurovolution. Oui, voilà, l'Eurovolution. Je sais que c'est difficile de s'engager. L'Union européenne doit agir en unanimité. Et à défaut de trouver cette unanimité, le seul chef d'État ou chef de gouvernement européen qui s'est rendu à Tbilissi, c'est Viktor Orban, ce qui est catastrophique. Soyez d'accord. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant dans ces conditions où l'unanimité est difficile à atteindre ? Géopolitiquement, la Géorgie n'est pas le Canada, le Mercosur ou le Royaume-Uni. C'est un petit pays, mais qui est un pays candidat, qui est un pays de première ligne, comme l'Ukraine et la Moldavie. Donc, si l'Union européenne a une vocation géopolitique, là, vous avez un endroit où la population à 80% est pro-européenne, où il y a des choses à faire. Alors, est-ce que vous connaissez quelqu'un, une personnalité de haut rang, qui pourrait, encore une fois, partir en Géorgie et essayer de sortir de cette crise? Voilà, merci beaucoup. Vous passez le micro là à côté? Non, non, là, voilà. Deuxième question, et puis la réponse. Bonjour, donc Mansef Campos, je suis étudiant en histoire à Paris-Sorbonne et je fais la formation Académie Notre Europe cette année.
Merci beaucoup pour cet agenda que vous nous présentez, qui est finalement de gouvernance. Ma question est très simple. Est-ce que les grands enjeux, de toute façon, je pense que l'histoire nous les montre, donc il s'agit d'être à la hauteur de ceci, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi en Europe un vrai problème, besoin de légitimité démocratique, vraiment de renouveler, régénérer cette démocratie européenne? Est-ce que ce n'est pas un enjeu majeur? On le voit, les partis populistes, on voit toute une... Voilà, on a évidemment l'élection américaine. Est-ce qu'il n'y a pas ce besoin de renouveler notre projet européen, mais sur la notion aussi de citoyenneté et de démocratie? Voilà, je vous remercie. Je prends une troisième question, aussi pour un équilibre de genre absolument nécessaire. Pervenche Berès, ici. Merci de m'autoriser à utiliser ce privilège. Cher Président, merci de votre exposé, de votre enthousiasme, de votre franc-parler. Vous avez été président du Conseil européen. Si on veut faire bouger la méthode, quelque chose me dit qu'à un moment, il faudra quand même regarder les fonctionnements des institutions. C'est pas mon sujet préféré, mais il se trouve que, à la demande des gouvernements français et allemands, avec moi voisine, nous avons planché sur un rapport dit le rapport du groupe des 12 pour changer la méthode, essayer de la trouver plus efficace et organiser, permettre ce que les Français adorent, qui sont les géométries variables, sur la base des coalitions des volontaires. Maintenant que vous êtes plus en charge de ce conseil formidable et terrible, quel conseil donneriez-vous à votre successeur pour que on puisse bouger là-dessus? Okay. Merci. Trois points. D'abord, sur la Géorgie, je vais essayer de ne pas être trop long, mais effectivement, c'est un sujet pour lequel je me suis beaucoup impliqué il y a quelques années déjà. Pourquoi? Parce que j'étais et je suis absolument convaincu, et je l'étais avant le déclenchement de cette guerre contre l'Ukraine, que l'Union européenne doit être présente dans cette région du continent européen, doit être active dans cette région du continent européen. Et donc, je suis fier d'avoir contribué à débloquer le fonctionnement du Parlement géorgien à l'époque. Il y avait déjà une menace à cette époque-là, et probablement, dans les semaines qui viennent, on sera confronté à des défis similaires, probablement même plus difficiles qu'ils ne l'étaient il y a quelques années. Et donc, le Conseil européen, à plusieurs reprises, s'est prononcé avant les élections et après les élections sur la question de la Géorgie. Et je le dis d'un mot, en réalité, les leaders européens sont très inquiets de l'évolution après que le statut de candidat ait été décidé par le Conseil européen. Dans les mois qui ont suivi, on a vu rapidement une dégradation de la relation entre le leadership et l'Union européenne d'une part, et puis on a vu également un certain nombre de rapprochements très tangibles avec la Russie. C'est un fait auquel nous sommes confrontés. Et sur base de ça, le Conseil européen a acté ce refroidissement dans le processus d'adhésion et a acté une forme de gel, en réalité, du processus d'adhésion. Et donc, dans les semaines qui viennent, je pense que ce qui sera important, c'est qu'il y ait tout qui soit mis en œuvre pour un dialogue politique le plus inclusif possible, pour faire fonctionner les institutions géorgiennes. Et pour cela, il faudra effectivement de l'implication de l'Union européenne. Et je forme le vœu, effectivement, que le leadership européen sera impliqué et ne soit pas distrait, ne soit pas en distance par rapport à la Géorgie, parce que la Géorgie n'est pas un petit pays, c'est un pays qui a une grande importance compte tenu d'un certain nombre d'éléments liés à l'histoire, liés à la géographie et liés aussi à la situation géopolitique que l'on connaît de manière plus globale. Deuxième point, la légitimité démocratique, 1000 fois raison. Et on le voit bien. On le voit bien à quel point le modèle démocratique est sous pression. Il est sous pression partout. Il est sous pression en Europe également. Et c'est lié à un certain nombre d'évolutions qui sont aussi liées à la manière dont la vérité et la perception de la vérité sont présentées à l'opinion publique. La manière dont la science, la connaissance est systématiquement mise sous pression au travers des théories du complot les plus variées et les plus diverses. Or, la démocratie suppose le choix éclairé en liberté, et ce choix éclairé en liberté, il suppose que les faits puissent être établis, que la réalité des faits puisse être établie, faits au départ desquels le débat public, le débat démocratique peut se mener. Donc oui, il y a une responsabilité très grande sur le plan européen pour stimuler tous les efforts afin de protéger la démocratie contre elle-même, c'est-à-dire contre le fait que c'est la démocratie par la liberté d'expression absolue qui amène cette capacité de développer le complotisme, qui remet en question un certain nombre de fondements qui permettent ce vivre ensemble. Donc oui, certainement, c'est un sujet, c'est une bataille. Les élections européennes sont un bel exemple. On était très inquiets au niveau des chefs d'État et de gouvernement dans les semaines et les mois qui ont précédé
précédé les élections, de tentatives de déstabilisation. On a mobilisé tous les instruments nationaux et européens pour prévenir ces dangers et ces risques. Et on a plutôt pas mal fonctionné pour cette étape-là. Et ça montre bien la fragilité, la sensibilité et l'importance d'un sujet tel que celui-là. Et puis, la question de la méthode. Je dirais, si on regarde l'avenir de l'Europe, il y a en fait 3 grandes questions en réalité. C'est que veut-on faire ensemble? C'est ce que tu disais, avec énergie, digital, industrie, défense. Est-ce qu'on le fait ensemble ou pas? Que veut-on faire ensemble? Comment on paye? Qui paye? La solidarité financière, les investissements. Et comment on décide? Comment on décide ensemble? C'est les 3 grandes questions en réalité de l'avenir du projet européen. La question comment on décide ensemble, je vous donne une position qui est par principe subjective. Ce n'est que ma position et je n'ai la liberté de ne plus engager personne si ce n'est votre serviteur. Moi, je ne crois pas trop à l'obsession, dans le court et le moyen terme, de réformer le traité de Lisbonne. Je ne crois pas trop à cela, parce que je sais exactement ce que cela signifie, et je sais que quand on va se lancer dans une telle aventure, on va mobiliser toute l'énergie pour se focaliser sur des sujets qui sont très très éloignés, pardon de le dire, des préoccupations très quotidiennes des citoyens inquiets pour leur avenir, pour leur emploi, pour leur logement, et ça va juste avoir pour effet d'agrandir davantage encore le fossé entre les responsables politiques européens et les citoyens partout dans l'Union européenne. Par contre, je crois qu'il y a un autre chemin auquel je crois profondément, c'est maximiser le potentiel du traité de Lisbonne. Le traité de Lisbonne offre un gigantesque potentiel qui est sous-exploité aujourd'hui et qui pourrait l'être davantage. Je donne un seul exemple. J'entends parfois dire « le veto, c'est un drame ». J'ai une position plus nuancée. Je pense que le veto qui est limité, puisque ce n'est pas sur tous les sujets que l'on peut utiliser le droit de veto, mais le droit de veto est un encouragement à faire beaucoup d'efforts pour garantir l'unité européenne. Et le risque, si on devait supprimer le droit de veto purement et simplement, c'est que l'on n'essaye plus de faire les efforts nécessaires pour construire ensemble, dans l'unité, des décisions et des positions communes sur le plan européen. Je sais que cette position est atypique et qu'en général, vous entendrez des commentateurs ou des acteurs considérer que le droit de veto est un grand problème. Mais entre supprimer le droit de veto ou ne pas le supprimer, il y a des chemins intermédiaires que le traité de Lisbonne offre, notamment développer des concepts d'abstention constructive, c'est-à-dire considérer dans des formes de gentleman agreement entre les États membres que le veto ne peut pas être abusé. Et d'ailleurs, Lisbonne n'a pas prévu que le veto soit là pour être abusé. Or, parfois, il est abusé. C'est de faire en sorte que le veto ne puisse être utilisé que quand le cœur des intérêts des États membres soit affecté. S'il n'est pas utilisé, on peut aussi mettre en place des mécanismes pour prévenir l'utilisation du droit de veto, afin qu'il y ait un certain nombre de processus qui amènent un fonctionnement plus fluide des institutions. Et puis, j'ai donné des exemples tout à l'heure, il y en a d'autres. Parfois, on met trop de temps pour prendre des décisions. Le marché des capitaux est un exemple dramatique et tragique. Vous avez compris mon sentiment sur le sujet. Et puis, parfois, on a pu agir très vite, malgré le droit de veto. Les sanctions et les règles de sanctions contre la Russie, nous avons adopté à l'unanimité l'ensemble des régimes de sanctions, quels qu'étaient les commentaires publics parfois exprimés dans les discours par l'un ou l'autre dirigeant européen. Donc, vous avez vu que sur ce sujet-là, je suis assez pragmatique, moi. Je ne pense pas que le grand sujet, c'est des grands débats sur le traité de Lisbonne et sur la réforme du traité de Lisbonne. Je crois que les grands sujets, c'est ce que j'ai évoqué modestement, c'est innovation, marché des capitaux, financement, compétitivité, régulation, commerce, sécurité, défense et engagement avec le reste du monde, en trouvant l'équilibre entre nos valeurs et nos intérêts. Un énorme merci, et puisque nous avons trouvé un chemin commun, tu as trouvé le chemin de l'Institut Jacques Delors Paris, je pense que nous allons te demander bientôt de le retrouver pour d'autres activités, parce que je pense que ton expérience, comme tu nous l'as raconté, est une expérience tellement précieuse que ça va nous aider, va aider nos chercheurs dans la recherche des meilleures solutions, des meilleures idées pour le futur.